Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu en 7, votre rendez-vous hebdomadaire que nous vous proposons, que Walf TV vous propose tous les samedis. Nous sommes le samedi 14 novembre 2015. Merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour quelques minutes de débat. Toutes nos excuses pour ces minutes, donc pour ce retard accusé à la diffusion de ce numéro indépendant de notre volonté. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le professeur Babacar Samb. Il est enseignant, professeur donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes professeur d'arabe. Bonjour à vous, professeur Babacar Samb. Bienvenue dans le plateau d'Actu en 7. Merci beaucoup pour votre invitation. Également sur ce plateau pour nous accompagner notre très cher confrère journaliste Pape Sadio Thiam. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous allons vous... Je m'excuse également du retard. Voilà, nous allons vous donner donc quelques minutes pour souffler, démarrer le débat avec professeur Babacar Samb. L'actualité dominante, vous le savez, comme nous, ce sont les séries, donc la série d'attentats suicides survenus à Paris, donc en France, ce vendredi 13 novembre 2015. Une série d'attentats qui a occasionné 128 morts, 300 blessés, dont 80 dans un état grave. Professeur Babacar Samb, l'état d'urgence a été décrété par le président de la République française, François Hollande, juste après la série d'attentats survenus à Paris. Dites-nous, comment est-ce que vous analysez cette tragédie? Cette tragédie, je pense que ça touche toutes les démocrates, tous ceux qui tiennent en tout cas à la liberté des personnes, à la dignité de l'homme, parce que ces attentats, ce sont des attentats aveugles qui ciblent des innocents. Et je pense que c'est condamnable et que donc on ne peut pas attenter donc la liberté et la dignité des hommes. Ces attentats, si c'est à cibler des infrastructures de l'État français qui intervient en Syrie, on pourrait dire, c'est vrai que la revendication n'est pas encore claire. Est-ce que c'est l'État islamique ou d'autres groupes? L'État islamique a revendiqué l'attentat, voilà, et l'a fait savoir dans un communiqué. Voilà. Alors donc, c'est pourquoi je pense que ces attentats, surtout qui ont ciblé vraiment des lieux publics, stade, le Bataclan et d'autres endroits, des restaurants, etc. Moi, je pense que véritablement, c'est la confirmation de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant des mouvements djihadistes et des opérations suicidaires qui n'ont pas d'autre objectif que de déstabiliser les États, de déstabiliser les hommes qui sont porteurs d'idées et qui ont une détermination de défendre des idéaux de l'humanité partagés par tout le monde. Et on ne peut pas projeter sa propre image sur l'humanité. Donc il faut respecter la liberté de conviction, les orientations idéologiques des uns et des autres, tout en combattant pour ses propres idéaux et qui sont partagés par un groupe. Mais je crois que les réactions à travers le monde montrent en tout cas l'attachement de l'ensemble des chefs d'État et des personnalités publiques et privées aux idéaux donc de liberté et de combattre donc des attentats aveugles qui sont qualifiés d'attentats terroristes et lâches. D'accord. 10 mois après l'attaque contre Charlie Hebdo, Pape Sadio Thiam, une première en France, un attentat suicide qui a occasionné bon nombre de morts. Oui, d'abord s'incliner devant la mémoire de ces disparus, morts atrocement. Et également, cet attentat doit nous incliner, nous Africains, à savoir qu'il n'y a plus d'imprenable. Que c'est le terrorisme qui a des contours imprécis, c'est-à-dire un phénomène sur lequel on ne peut pas mettre la main. Donc tout cela doit nous incliner, nous Africains, à faire preuve de prudence et de plus de maturité et d'attention dans nos engagements, les engagements auxquels nous souscrivons souvent.
Donc l'attentat de Paris donc, est à regretter, mais doit quand même, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore, nous pousser à réfléchir sur nos stratégies de défense et sur nos stratégies de sécurité nationale. Ils ont frappé en plein cœur de Paris. Cela veut dire qu'il n'y a plus de sanctuaire imprenable. Voilà, des assaillants qui ont d'ailleurs opéré à visage découvert. Et puis l'un d'eux, ou bien ces assaillants, invoquaient même l'intervention de la France en Syrie. Alors, peut-on dire que la France a récolté que ce qu'elle a semé? Non, je pense que ça pouvait se passer ailleurs, hein, aux États-Unis, ailleurs. La France a toujours eu une politique très équilibrée au Moyen-Orient sur la question palestinienne. Et il faut rappeler que la Syrie et le Liban, ce sont les deux seuls pays au Moyen-Orient où la France avait une zone d'influence et qui était sous mandat français. Et donc, c'est pourquoi la France a hésité longtemps avant d'intervenir sur cette question. Elle avait, dans un premier temps, invité les autres puissances à intervenir. Les États-Unis avaient dit non. L'Allemagne et les autres puissances, l'Angleterre, avaient dit non. Et la France s'était retirée. Donc maintenant, vous savez, avant-hier, c'était mardi dernier, la France a ciblé dans ses interventions aériennes des réserves de pétrole, une usine de traitement de pétrole tenue par l'État islamique. Je crois que ça a été peut-être déterminant et que la France savait qu'elle était menacée parce qu'ils avaient même annoncé la fermeture, les contrôles renforcés aux frontières en vue du sommet qui va venir. COP21. Voilà. Et donc je crois que ce qui vient de se passer, la France n'en a pas fait plus que les États-Unis ou ailleurs. Les États-Unis sont intervenus avant la France. Avec son intervention en Centrafrique, au Mali, dans la guerre de Syrie. C'est vrai que la France a été presque, on peut dire, le gendarme le plus actif de l'Occident. À travers le monde, aussi bien au Mali, c'était le cas également en Libye. Voilà. Et donc maintenant, on se trouve, la France en pole position dans la lutte contre le terrorisme. Et la France a été cible de beaucoup d'interventions dans les années 90 avec les mouvements terroristes à l'époque, dans les métros de Paris, etc. Parce que Paris, quand même, c'est le cœur de l'Europe. Hein? Et donc, je crois que c'est symbolique de s'attaquer à Paris, de s'attaquer là où se trouvait même le président, au stade c'était aux abords du stade, où il y avait un match entre la France et l'Allemagne. Donc je crois que ceci me semble très important de voir que les djihadistes voulaient frapper fort et bien fort pour qu'il existe encore et qu'ils peuvent contourner toutes les mesures de sécurité prises par les États-Unis ou la France pour frapper là où ils veulent. Pape Sadio Thiam, vous partagez cet avis du professeur Babacar Samb? Oui, je partage entièrement son avis, d'autant plus que la France est engagée sur plusieurs terrains d'opération, que ce soit au Mali, que ce soit, en Syrie, et partout ailleurs, la France est engagée au nom de la lutte contre le terrorisme et de l'égalité du droit international. Donc ce pays est engagé sur le plan militaire. Mais l'attentat d'hier, à part l'attentat d'hier, il me semble qu'il y a des failles au niveau des renseignements. Il l'a dit tout à l'heure, la France il y avait une alerte et un renforcement de la sécurité au niveau des frontières, mais cela n'a pas empêché aux terroristes de frapper au cœur de Paris, qui du point de vue du symbolisme représente beaucoup en Europe. Frapper au cœur de Paris, au cœur de la France, c'est d'une manière ou autre peut-être défier la trajectoire qui a été tracée jusqu'ici dans le cadre du combat contre le terrorisme international. Et rappelez que les terroristes sont frappés dans 6 lieux différents. Dans 6 lieux différents, voilà. donc ça veut dire que ça démontre aujourd'hui, encore une fois de plus, la force de frappe de ces terroristes, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contour imprécis sur lequel des groupes mafieux organisés, très bien organisés même, qui peuvent échapper au contrôle des renseignements généraux les plus sophistiqués et qui sont les plus à la pointe du progrès et de la technologie. Donc de ce point de vue, moi je pense qu'il y a matière à réflexion, surtout nous jeunes États
qui sommes les maillons faibles de la chaîne de l'insécurité au niveau international. Le chef de l'État Hollande, dans son adresse à la nation, a parlé de neutralisation des terroristes. Il l'a évoqué donc suite à cette tragédie, du moment où que ces mesures de sécurité qui ont été prises n'ont pas pu donc réussir la France. Alors, est-ce que la neutralisation des terroristes est envisageable? La neutralisation des terroristes, c'est difficile. Je veux dire que il l'a dit, comme c'est un combat d'âge. Voilà. Et c'est extrêmement difficile parce que les terroristes, ils ont tous les moyens maintenant, donc des nouvelles technologies pour contrôler eux aussi ceux qui les contrôlent. Le contre-espionnage. Le contre-espionnage. Voilà, le contre-espionnage. Et que donc eux aussi, c'est pourquoi la France a quand même pris l'état d'urgence, ce qui est véritablement quand même exceptionnel. Je crois que j'ai entendu que depuis la guerre de l'Algérie dans les années 60, quand les FLN frappaient dans le cœur de Paris, à la rue de Charonne, justement, l'un des attentats les plus importants était à la rue de Charonne. Moi, j'ai fait un peu le rapprochement avec la guerre de l'Algérie à l'époque, ce qu'on appelle la boucherie de Charonne, en 61-62. Alors, donc, ce qui veut dire que la France a pris au sérieux donc cet attentat, sachant que ça peut aller plus loin donc dans les structures même de l'État, dans l'armée par exemple, ou la police. Parce que si véritablement, malgré toutes les précautions de sécurité, donc les terroristes arrivaient à frapper l'armée ou à frapper des installations de la police, comme on l'a fait en Tunisie, en Égypte, ailleurs, ben, ce serait gravissime. Des pays, des grandes puissances qui peuvent arriver là. Bon, c'est ce que disait votre collègue. C'est véritablement ça. Pour nous, les pays africains, qui n'avons pas les mêmes moyens que la France, que les États-Unis, et que donc nous pouvons être aussi cibles. Et quelle réaction, quelle force réactive même on a pour agir très vite. Parce que quand il y a un accident même de circulation, avant que le secours s'organise, ça passe beaucoup de temps. Et quand il y a des attentats de cette ampleur, vraiment, l'ampleur quand même est importante, 6 ou 7 attentats presque coordonnés au même moment, qui a fait véritablement plus de centaines de morts, 127 morts, dans un endroit, heureusement, je ne dis pas heureusement ou malheureusement, parce que le Bataclan, c'est là où tous les groupes africains se produisaient. Nous avons, quand on était étudiants, on allait voir Manu Dibango, Fela, etc., tous les Africains, et les Antillais, Kazakh, c'était au Bataclan. Mais cette fois-ci, c'était un concert de rock, c'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup d'Africains morts, certainement. Mais ceci dit, quel que soit d'ailleurs la nationalité des morts, c'est-à-dire c'est une tragédie. C'est pas la tragédie de la France, c'est la tragédie de toute l'humanité. De toute l'humanité. Alors là, on ne se limite pas qu'à cette tragédie parce qu'il y a plusieurs tours opérateurs ou compagnies aériennes qui ont également annulé leur voyage. Donc là, hormis cette tragédie, il y a également des répercussions sur l'économie française que l'on peut analyser. Oui, c'est la conscience, comment dirais-je, la conséquence directe ou indirecte de ces attentats. Dans ces genres de cas, l'État est obligé de prendre des mesures de rétorsion, que ce soit des mesures de rétorsion économique, politique, sociale. Donc, que l'on voit par exemple que des compagnies étrangères arrêtent leur vol, que l'économie française tourne au ralenti, c'est de bonne guerre. Mais là, moi, au-delà de ça, c'est que la question que je voulais me poser, c'était de savoir, c'est-à-dire que nous autres Africains, c'est-à-dire que nous autres de l'humanité, quelles conclusions devons-nous tirer de cet attentat-là? J'ai entendu hier le ministre des Affaires étrangères appeler la classe politique nationale à une sorte de concorde autour de la lutte contre le terrorisme, c'est bien. Nous allons y revenir parce que nous allons évoquer le cas Sénégal. Voilà. Mais de toute façon, la question centrale, à partir de ces attentats de Paris,
c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de sanctuaire imprenable. L'actualité internationale aujourd'hui doit nous incliner beaucoup plus à penser global. Que le règlement de ces questions que sont le terrorisme international doit nous incliner, doit nous pousser, nous Africains, à agir de manière concertée dans la lutte contre ce phénomène qui reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, un phénomène des temps modernes et qui, dans un avenir proche ou lointain, pourrait constituer l'un des agendas de la politique diplomatique internationale. Et là, se tient actuellement, pour rappel, une réunion à Vienne. C'est pour lutter contre le Daesh, disons, l'État islamique. La France qui prend part à cette rencontre. Le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, qui dit donc qu'on doit coordonner, comme le disait Pape Sadio Thiam, essayer de se mobiliser pour lutter contre le Daesh, mais sur le volet international. Oui, bien sûr que ça c'est important, parce que quand on voit même l'intervention, la réaction de Rouhani, le chef d'État iranien, c'était assez surprenant qu'il devait faire un voyage, je crois, à Paris et en Italie qui a annulé, mais qui dit que effectivement cela lui donne raison, parce que ils ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde, bien entendu, parce que pour les Iraniens, on doit préserver donc le régime syrien, mais on doit combattre donc l'État islamique et ses forces. Bien entendu que ils ont dit qu'il faut une réunion internationale où c'est pas seulement les Européens, mais que aussi les autres pays africains et du Moyen-Orient participent comme acteurs. Parce que l'Europe a tendance toujours à dire que j'ai la force. Bon, je fais une réunion à Vienne ou à Bruxelles ou à Paris et après on impose aux autres. Mais je crois que là, ça demande une concertation de tous les États. Bon, il y a eu pas mal de conférences et de forums sur le terrorisme, c'est vrai, à travers le monde, mais que je crois que cette fois-ci, ça interpelle tous les pays acteurs du Moyen-Orient, tous les pays du Sahel. Ça interpelle également l'Union européenne et les États-Unis. Mais aussi, on sait bien qu'au Pakistan, le Pakistan avec l'Afghanistan est intéressé par cette question. Donc je crois que pour que cette réunion ait l'efficacité voulue et recherchée, moi je pense qu'il faut l'élargir et mieux préparer, que ça soit seulement une réunion réactive pour montrer qu'on existe et qu'on ceux qui combattent le Daesh donc sur le terrain. Parce que les États africains sont concernés. Ouais. Voilà, ils ne sont pas concernés. À moins de degré quand même. Les États africains sont concernés à moins de degré. Absolument. Il y a le cas Nigeria, parfois, avec les attentats de Boko Haram, le secte Boko Haram. Effectivement. C'est-à-dire que la question que je voudrais me poser, c'est que je n'ai pas eu les dernières nouvelles, si cet attentat a été revendiqué ou non. Si, l'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Oui, je ne sais pas si au nom de l'engagement des Français, en Syrie. Si telle est la question, c'est que... C'est ce qu'ils ont signifié dans le communiqué. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est en train de payer son engagement dans différents théâtres d'opération. Et si j'ai eu souvenance, récemment, le ministre français de l'Intérieur, Cazeneuve, disait que la France doit tirer toutes les conséquences de son engagement dans les théâtres d'opération comme en Syrie, en Afrique. Donc, il savait que tôt ou tard, les terroristes allaient frapper. Ils ont frappé en plein cœur de Paris. Qu'est-ce qui a été négligent? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la chaîne de commandement? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la chaîne de commandement des renseignements généraux français? On ne sait pas, mais cela doit incliner les Français aujourd'hui à revoir leur stratégie de défense, aussi bien également leur stratégie d'engagement, aussi bien à l'international, que ce soit au Mali, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Syrie. Alors, comment revoir ces stratégies d'engagement au niveau du Proche-Orient et du Sahel, comme l'a dit Pape Sadio Thiam? Je pense que la France avait déjà prévu, ils disent qu'ils avaient déjoué déjà pas mal d'attentats, des projets d'attentats. Donc, ils savaient très bien qu'il y avait des gens qui préparaient des attentats. Et que donc son engagement en Syrie
par rapport à l'engagement américain, par rapport à l'engagement britannique, c'est pas plus important, c'est moins important que l'engagement britannique et l'engagement américain. Parce que la France est venue en dernier parce que les trois puissances. Et que je disais tout à l'heure que la France, quand même, était protectrice donc des chrétiens d'Orient depuis donc 1879. C'est-à-dire que c'est la France qui a protégé les chrétiens syriens, les chrétiens libanais contre l'Empire ottoman. C'est pourquoi par la suite, après ce qu'on appelle les accords Sykes-Picot de 1916, eh bien, l'Angleterre avait donc imposé ses mandats sur tous les autres pays, mais la France avait la Syrie et le Liban. Donc je pense que la France a eu un équilibre de politique dans le Moyen-Orient et qu'il ne voulait pas s'engager dans cette situation, que maintenant, c'est vrai, avec l'État islamique, ils ont donc soutenu la coalition nationale jusqu'à maintenant. Mais comme il y avait Al-Nusra, c'est-à-dire ce qui représente Al-Qaïda d'un côté, et il y avait également la Daesh de l'autre. Mais la situation était défavorable à la coalition nationale. Et on ne savait pas qu'est-ce qui va prendre le pouvoir si jamais le régime syrien allait tomber. Il a beaucoup hésité. Et que c'est aujourd'hui, avec l'intervention directe de la Russie, ça change complètement la donne. C'est pourquoi maintenant, aussi bien la France que l'Angleterre, l'Angleterre et les États-Unis sont obligés d'aller au fond. Et ils ne veulent pas faire une intervention au sol et ils ne peuvent pas gagner s'ils ne font pas une intervention au sol. Mais maintenant, ils veulent utiliser les Peshmerga, c'est-à-dire les Turcs et donc les Kurdes, je veux dire, et la Turquie qui s'est engagée aussi dans le sol irakien qui va combattre le PKK, et que donc maintenant ils sont dans l'impasse. Mais je pense que ces attentats vont modifier la stratégie de la France, des États-Unis et de l'Angleterre, et qu'ils vont s'engager plus résolument à combattre donc l'État islamique et les groupes djihadistes. Sinon, ce sera le manque de crédibilité au sein donc du monde arabe, surtout les pays qui sont censés aider, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak. Donc, si jamais la France ne change pas de stratégie également, est-ce qu'on peut redouter d'autres attentats puissent se répéter sur le sol français? Oui, mais elle est obligée de changer de stratégie parce que l'échec est patent. Du point de vue du renseignement, du point de vue de la logistique militaire, la France est obligée de changer de stratégie, aussi bien au Sahel, aussi bien au Sahel qu'en Syrie. En Syrie, il l'a dit, les puissances militaires comme telles que les États-Unis, la France n'ont pas voulu s'engager sur le terrain. Il a dit les Peshmerga et les Kurdes de PKK sont sur le terrain et qui font le boulot. C'est-à-dire que le travail de terrain. Mais cela n'a pas empêché aujourd'hui à Bachar al-Assad de s'imposer avec l'aide de pays comme la Russie. Et aujourd'hui, l'ascendance que Bachar a aujourd'hui sur ce qui sont supposés être ses contempteurs tels que les États-Unis ou la France. Donc cette ascendance doit les obliger aujourd'hui à revoir leur politique d'engagement en Syrie, aussi bien au Mali, dans le Sahel. Je pense que la France sera obligée, aussi bien la France que les États-Unis seront obligés de revoir leurs engagements et leur stratégie militaire, aussi bien en Syrie qu'au Mali. D'accord. Retour donc au Sénégal. Nous quittons l'Hexagone, mais nous restons toujours dans ce sujet pour parler toujours de terrorisme. Juste rappeler que le chef de l'État, Macky Sall, comme tant d'autres de ses homologues, ont manifesté leur compassion à l'endroit de la France. Donc leur compassion et solidarité. Juste donc par rapport à ce sujet, rappelons qu'un forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenu ces temps-ci, donc ces derniers jours à Dakar. Et le chef de l'État, Macky Sall, a tenu un discours assez hostile à l'endroit des imams, des prédicateurs, disons, qui prêchent un islam radical. Comment est-ce que vous voyez la communication du chef de l'État, Macky Sall, donc, sur ce point, qu'est le terrorisme?
Je ne me dirais pas que c'est un discours hostile, hein, parce que ce que j'ai lu, en tout cas dans la presse, et ce que j'ai entendu dire, ce n'est pas de l'hostilité à l'égard des imams. C'est plutôt une attitude du chef de l'État qui demande aux imams à se réviser par rapport au ton, à la tonalité du discours, et de voir que les imams doivent être mieux formés pour faire des sermons et des prêches plus adéquats et qui épousent les contours de nos traditions et de l'islam traditionnel. Et ça veut dire que nos imams ne sont pas bien formés? Oui, vous savez que les imams ici ne sont pas formés du tout. Dans les pays arabes, il y a l'Institut islamique. Des écoles où les imams sont sortis, Al-Azhar, Zaytouna et ailleurs. Et avant d'être imam, le ministère de l'Intérieur doit désigner une commission qui va auditionner pour savoir si celui-là peut être imam ou non. Ici, au Sénégal, moi-même, je vais dans mon quartier, je dis que je vais être imam, ou bien quelqu'un qui construit sa mosquée, il est imam, comme on dit chez nous, les Lébous. Si je ne suis pas imam, j'enlève mes tuiles. Hein? Donc, je pense que les imams aussi, parce que mon père était imam, je deviens imam. Est-ce que j'ai les mêmes qualités que mon père? Moi, mon père est imam, est-ce que je dois être imam forcément? Alors, donc je crois que pour être imam, il faut connaître bien le Coran, connaître ilm al-hadith, c'est-à-dire les pratiques et faits et dits du prophète. Il faut connaître également le fiqh, la jurisprudence musulmane. Et il faut être un homme honnête, un homme qui a une probité morale et qui connaît aussi la société et qui est un médiateur social. Donc l'imam doit être quelqu'un qui tient un discours conciliateur, un discours qui réunit musulmans, chrétiens et autres. Ce n'est pas seulement pour les musulmans, c'est pourquoi les imams sont invités par les familles quand il y a des problèmes dans la famille, quand il y a les cérémonies familiales ou funéraires, ce sont les imams. Donc l'imam, c'est une personnalité incontournable dans la cité. Donc il doit être formé. C'est vrai que nous avons eu quelques séminaires qui ont été organisés à l'Institut islamique pour la formation des imams. Mais ça doit être pérennisé de manière... C'est pas parce qu'ils vont les former pour les donner un diplôme, avoir un diplôme comme ça se fait dans les pays arabes pour être imam. Mais on pouvait, avec la Ligue des imams du Sénégal, les deux associations peuvent vraiment organiser des séminaires avec la collaboration des consultes sénégalais et jurisconsultes extérieurs pour les former sur des domaines bien pointus, sur la prédication, sur le social, sur la politique, sur même l'économie, parce que l'imam, c'est un homme multidimensionnel qui ne doit pas seulement s'intéresser au Coran et à la Sunna, mais doit s'intéresser aussi à la vie des musulmans dans leur milieu social. Donc, Pape Sadio Thiam, l'extrémisme gagne du terrain, c'est pourquoi le chef de l'État parle de ces imams qui doivent être formés à nous. Absolument, je suis en phase avec le chef de l'État. Et pour le cas des imams, le chef de l'État avait demandé aux imams d'aller se former. Pour le cas de l'Arabie Saoudite, que je connais le mieux, là-bas, les imams sont formés dès le bas âge. Dès le bas âge, ils sont formés aux fonctions d'imam. Et ces fonctions-là leur permettent, des fois, il y a des imams même qui sont des fonctionnaires qui appartiennent à la fonction publique, qui sont payés et qui sont au service exclusif de leur propre culte. Ce n'est pas le cas du Sénégal, le professeur Babacar Samb l'a dit tout à l'heure. Mais parce que l'Arabie Saoudite, disons, excusez-moi, est un État islamique. Là, nous sommes dans un pays laïque. Peut-être là-bas, c'est l'État qui choisit l'imam comme fonctionnaire, hein, comme vous l'avez dit. Oui, mais cela ne peut pas dispenser à l'imam, celui qui a été choisi par la communauté, d'être quelqu'un qui maîtrise bien le Coran, qui maîtrise bien la Sunna, qui maîtrise bien la jurisprudence. Ce que veut dire que le fiqh,
Cela ne dédonne pas l'imam. L'imam, ce n'est pas n'importe qui dans nos sociétés, ou bien dans nos sociétés traditionnelles, l'imam est une sorte de médiateur. Moi, j'ai par exemple, pour ne pas citer mon cas, mon imam, dans mon propre quartier, c'est un économiste qui a étudié l'économie dans les pays arabes, qui a une profonde connaissance aujourd'hui de l'islam. Cela ne peut pas dédouaner. Ce n'est pas parce que mon père a été imam que l'imam doit se transmettre de fils de père en fils. De ce point de vue, le chef de l'État a parfaitement raison. Mais j'ai noté une certaine ambivalence dans la démarche du chef de l'État lorsqu'il s'agit de questions à caractère islamique. Lorsqu'on l'a interpellé dans le cas sur la question de l'observation du croissant lunaire, le président de la République avait dégagé toute sa responsabilité en demandant aux différentes confréries sénégalaises de s'occuper de la question. Donc la diligence avec laquelle il a fait preuve dans le cas des imams et la diligence avec laquelle il a fait preuve lorsqu'il s'est agi du voile intégral, il y a une petite ambivalence là. Pourquoi il n'a pas renvoyé cette question-là aux confréries et à l'islam sénégalais? Et là, qu'est-ce qui explique cela? Et vous avez parlé tout à l'heure de communication du chef de l'État. On parle souvent de tolérant islam sénégalaise. Moi, je pense qu'il y a un seul islam. C'est l'islam que le prophète nous a légué. C'est cet islam-là qui nous a légué, qui est par essence un islam tolérant. Autrement, ce n'est plus l'islam. Mais le chef de l'État, à l'endroit des imams, disent que ces prédicateurs prêchent l'islam radical. C'est pourquoi il parle de formation. Absolument. Mais ça veut dire qu'il faudrait, de ce point de vue, moi je pense que l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Moi je me veux républicain. Tout imam qui est pris en flagrant délit, qui prêche un message radical, doit faire face à la loi. Faire face à la loi. Ces arrestations notées dans la semaine, donc la traque des prédicateurs, la manière dont sont cueillis ces prédicateurs, ces imams, est-ce que ça ne suscite pas ça ne peut pas susciter une psychose ou bien installer la psychose au sein du pays? Lorsqu'on parle de terrorisme, on cueille des imams un peu partout. Oui, je pense que ceci c'est une question peut-être qui relève plutôt des considérations sécuritaires de la police ou de la gendarmerie, la manière dont ils ont été cueillis et pourquoi. Est-ce que l'apologie au terrorisme ou bien ils ont tenu donc des sermons de l'islam radical? Bon, je crois que même si aux journalistes tenaient ce type de discours à la télé, ils devaient être interpellés. C'est-à-dire que ce qui ne réunit pas les gens, parce que dans notre constitution, il est interdit le régionalisme, l'ethnicisme ou même de parler entre musulmans chrétiens, parce que nous sommes tous des Sénégalais avant d'être musulmans ou d'être chrétiens. Hein? Deuxièmement, je crois que si on doit faire des sermons ou des prédications, l'islam, on dit que l'islam de paix, as-salam, ça veut dire la paix. L'islam de tolérance. L'islam, donc, c'est ihsan. Al-amru bil ma'rouf wa nahy anil munkar. C'est-à-dire la commanderie du bien et l'interdiction du mal. C'est ça le principe de fonctionnement de l'islam. Donc, ce que font les djihadistes aujourd'hui, même s'ils le font au nom de l'islam, c'est parce que c'est l'islam, on doit dire que c'est bon. C'est parce qu'ils le font. Ils pensent avoir fait le djihad. Est-ce que le djihad tel que promulgué et pratiqué par le prophète, c'est le même djihad qu'ont fait les djihadistes d'aujourd'hui? Mais ça a été condamné par l'Arabie saoudite, ça a été condamné par Al-Azhar, et que donc le terrorisme de manière générale, la violence aveugle de manière générale, c'est condamné par l'islam. Tous ceux qui appellent ou qui soutiennent, ceux qui pratiquent, même s'ils ne sont pas acteurs eux-mêmes, eh bien, je crois qu'ils doivent être interpellés. Bon, la manière, ça, je crois que ça dépend de la police. Moi, je ne me prononce pas sur la question. Peut-être que la police a les moyens et des psychologues ou des spécialistes, sociologues, anthropologues qui savent, bon, si c'est telle ethnie, si c'est telle religion, comment réagir
quoi, ça relève justement de leur compétence. Et je pense que pour embrayer par rapport à ce qu'il vient de dire, même en période de guerre extrême, le prophète interdisait à ses combattants de s'en prendre aux enfants, aux vieillards et aux femmes. Donc même en période de guerre, le prophète était soucieux de l'intérêt général. Donc l'islam n'est pas par essence, l'islam de manière générale n'est pas une religion de violence. C'est une religion de paix. Et en nous transmettant aujourd'hui, l'islam c'est un livre sacré, c'est un livre saint qui nous a été transmis par le prophète. Et lorsqu'il nous transmettait le livre, il nous avait dit, je parle sous le contrôle du prophète Babacar Samb, al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Donc ce livre-là est inaltérable. Donc que ce soit dans l'évolution du temps, que ce soit dans l'évolution des mœurs, ce livre-là ne peut pas changer. Au point qu'on puisse prêcher un islam tolérant, un islam moins tolérant, un islam violent ou un islam moins violent. L'islam est par essence une religion de paix, je le dis et je le répète, autrement ce n'est plus l'islam. Ce n'est plus l'islam. Et là, il y a également le port de la burqa que le chef de l'État Macky Sall a évoqué dans son discours. Avant de terminer, donc nous allons terminer avec ce point. Donc d'abord, le discours du chef de l'État Macky Sall, parce que d'aucuns disent, même si on se fie sur un article de Walf Quotidien, le chef de l'État, lors de son discours, s'est un tout petit peu séparé du discours qu'il devait lire. Donc, et a parlé, il a dit que le port de la burqa, voilà, est assez s'oppose à ne correspond pas à nos cultures, nos valeurs, nos réalités culturelles. Moi, je pense que de ce point de vue, que ce soit le port du voile intégral, que ce soit la nécessité pour les imams d'aller se former, que ce soit de toutes ces questions-là, moi je pense que l'objectif du chef de l'État c'était de lutter contre le terrorisme. C'est ce qui avait sous-tendu son discours. Je pense qu'il est bien fondé à lutter contre le terrorisme, mais lutter contre le terrorisme, ça ne veut pas dire tout simplement interdire du voile intégral. Je pense également que lutter contre le terrorisme, c'est défendre le sanctuaire national. C'est évident. Parce que si on se fie aujourd'hui à la présence, par exemple, d'AQMI dans la bande saharienne, les conflits politiques, les dissensions ethno-religieuses, tout cela doit nous pousser aujourd'hui à prendre des mesures de rétorsion au niveau de nos propres pays, à l'interne. Et de ce point de vue, le chef de l'État est bien fondé à s'inquiéter du port d'ivoire intégral. Mais est-ce que le port interdire le port d'ivoire intégral tout simplement permet d'annihiler les velléités terroristes, ou bien est-ce que cela permet aujourd'hui d'arrêter le terrorisme à l'intérieur de nos frontières? Moi je pense que non. Le choix du port d'ivoire intégral est une option, un choix religieux qui relève de la vie privée. J'estime également que même si on fait les statistiques, les Sénégalais qui portent le voile intégral sont minimes. Sont minimes. C'est-à-dire que vous circulez dans la rue, vous ne verrez, sur presque 100 Sénégalais, vous ne verrez pas 2 ou 3 Sénégalais qui portent le voile intégral. Alors là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Et généralement, ceux qui portent le voile intégral sont des ressortissants d'origine étrangère, notamment de la sous-région, pour ne pas citer des pays. Donc moi je pense que c'est se faire zoro, se faire peur, alors que il n'y a pas le feu comme on le dit. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Parce qu'à l'heure actuelle où nous sommes, est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui de lutter contre le terrorisme? C'est ça la question. C'est la question qu'on doit se poser. Comment lutter contre le terrorisme? Parce que pour lutter contre le terrorisme, il faudra d'abord avoir des renseignements de pointe, ce que nous n'en avons pas. Des renseignements généraux. Des renseignements généraux de pointe. C'est vrai, l'armée sénégalaise est une armée professionnelle, à la pointe du combat, engagée dans différentes terres d'opération à travers le monde. Mais lutter contre le terrorisme, c'est s'inscrire dans le temps. S'inscrire dans le temps, c'est dans une économie qui est une économie pauvre. Nous ne sommes pas une économie extractive. Nous n'avons pas assez d'argent. Donc comment s'inscrire dans une lutte contre le terrorisme qu'on peut commencer mais qu'on ne peut pas finir? Et nous avons le cas de la Casamance, 30 ans de conflit que nous n'avons pas pu régler. Je ne vois pas comment faire face à des terroristes qu'on ne voit pas, qui est un combat qu'on va mener mais qui n'a pas de visage. Professeur Babacar Samb, dans un entretien accordé donc, à la presse, on peut lire dans la presse sur le quotidien et entre autres quotidiens de la place, vous avez, donc c'est un avis personnel, vous avez dit que vous ne serrez pas la main à une femme qui porte la burqa.
Si j'entends bien ces arguments-là, je me dis que vous êtes en phase avec le chef de l'État lorsqu'il interdit, il n'interdit pas, entre guillemets, lorsqu'il dit que nos cultures, nos valeurs ne correspondent pas donc au port de la burqa. Oui, vu que vous ne serrez pas la main aux femmes qui portent la burqa. J'assume, parce que bien entendu, j'aurais même ajouté, même un homme, c'est pas seulement une femme. Même les hommes qui portent la burqa. Une personne qu'on ne connaît pas, qui n'a pas de visage, je veux dire que qui vient vous interpeller, moi je ne lui parle pas. Dans la rue, même quand, si un homme que vous ne connaissez pas seulement vous interpelle, vous ne répondez pas. Donc je pense que effectivement, moi ça c'est arrivé effectivement, que je dis à une étudiante qui portait de burqa, qui est exceptionnelle dans mon département d'arabe, qui m'interpelle, mais c'est ça, me dit que non, qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas, vous me connaissez, mais moi je ne connais pas. Enlevez votre voile pour que je puisse mettre un nom. Je ne sais pas s'il est étudiant, si elle est espionne, si elle est, etc. Bon, donc je ne lui parle pas. Mais c'est pour dire tout simplement que le voile, ce n'est pas le hijab. C'est-à-dire le fait de voiler, ça soit ce qu'on appelle voile islamique. Vous avez, si vous allez en Arabie Saoudite, le voile est imposé. C'est une voile, la couleur même imposée est noire. Noir. Vous allez en Iran, il y a deux couleurs sombres, noir et un autre, bleu marine qui est imposé. Vous allez au Soudan, c'est blanc. Vous allez en Tunisie, ailleurs, dans le Maghreb, c'est plutôt blanc. Et que dans l'histoire, les chrétiens se sont voilés, les musulmans se sont voilés, les juifs se sont voilés. Et que si vous allez dans les pays arabes, vous n'allez pas reconnaître une personne parce qu'elle est chrétienne. Est-ce qu'elle est chrétienne ou elle est musulmane? Parce que se voilent tous de la même façon. Et ça se justifie par le climat, ça se justifie par les fléaux climatiques, je veux dire, quand il y a des bancs de vent, de sable, par exemple, on mettait ce qu'on appelle le niqab pour se protéger. Mais ce n'était pas du tout une justification islamique. Le Coran? Le Coran ne parle pas de niqab, il parle de hijab. Hijab, c'est-à-dire, tout le monde est d'accord que la femme peut apparaître, donc, ses mains, son visage et ses pieds, mais que vous allez dans tous les pays qui sont des États islamiques, comme en Arabie Saoudite, j'ai jamais vu à la télévision saoudienne ou en public une femme qui porte voile intégral. Présente avec la burqa. Non, j'ai jamais vu ça. Donc je pense que il faut faire la part des choses. C'est pas contre le hijab, c'est-à-dire le voile, c'est le niqab. C'est-à-dire que c'est le voile, ce qu'on appelle voile intégral. Le chef d'État a absolument de sécurité. Eh bien, Tchad l'a interdit, le Cameroun l'a interdit, le Nigeria l'a interdit. Je crois que moi-même, j'ai dit à la conférence que je faisais pour les étudiants journalistes que j'ai vu personnellement un homme porter le voile ici. Ici au Sénégal. Au Sénégal. Et que j'ai dit ce jour-là, j'ai vraiment regretté de ne pas aller avertir la police. Le voile intégral. Voile intégral. Comment avez-vous reconnu? Alors, non, parce que j'ai fait le tour, vraiment j'ai douté et j'ai contourné la personne 2 fois, voir comment elle marche et tout derrière, je dis c'est un homme. Et bon, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans le monde arabe, des gens qui veulent commettre des attentats, qui mettent des voiles alors que c'est des hommes. On en a connu des cas comme ça en Égypte, on en a connu ailleurs. Donc je pense que pour des questions de sécurité, je dis que le niqab n'est pas imposé par l'islam. Il y a un journaliste qui dit que M. Babakassam a dit que l'islam n'a pas autorisé. Je n'ai pas dit n'a pas autorisé. N'est pas imposé donc par l'islam. Mais donc c'est le hijab. Et le hijab, ce n'est pas forcément djellaba comme le mettent les Arabes. Quand nos femmes mettent un grand boubou bien long, bien ample, avec une châle sur les épaules, avec un mouchoir de tête, eh bien ça comporte à nos traditions. Donc on n'est pas obligé de se voiler comme les Arabes. Nous sommes des musulmans africains et on peut donc couvrir le corps correctement comme le demande le Coran et la Sunna. Le temps est épuisé malheureusement.
On pouvait donc bien développer ce point, hein, la burqa, le terrorisme au Sénégal. Est-ce que le Sénégal est sous menace ou pas? En tout cas, je vous remercie, très chers invités. Pape Sadio Thiam, je rappelle que vous êtes journaliste. Merci à vous. Merci. Merci, professeur Babacar Samb, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Action 7 revient dans une semaine. Ce sera pour toujours débattre de l'actualité de la semaine avec nos invités, nos analystes, des analystes journalistes sur ce plateau. Merci à Oustaz Assane Diouf pour la coordination de ce numéro, Gorgui Samba Ndiaye, Ousmane Sène pour la réalisation. Du côté de la régie, il y avait Alioune Badara Ndiaye. Merci à vous. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. Le meilleur est à venir.